quelque part entre l'œuvre de Stendhal et l'œuvre de Kessel, tu vois. Pour moi, il y a 200 facilement pages de trop. Alors tu relèves de Covid. Oui, oui. C'était comment? Ça m'a permis ça m'a permis de lire beaucoup. Ça m'a permis de regarder quelques films. Ça m'a permis une bonne introspection. Et notamment sur les raisons profondes qui font que j'ai moins aimé ce livre que toi. Tu veux dire, tu as moins aimé ce livre que ceux qui l'entourent? Je ne pourrais pas me prononcer sur ceux qui l'entourent. Je laisserai d'autres plus exercés et plus légitimes le faire. Mais en l'occurrence, oui, je me sens un peu gêné par la lecture de ce livre, effectivement. Oui, alors on va quand même essayer d'éviter de rentrer dans une série de Goncourt bashing. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on a étrillé le Goncourt de l'an dernier. Et pour le coup, nous étions d'accord. Oui, et il le méritait. Et il le méritait, oui. Même si, encore une fois, nous devons du respect à ce monsieur qui a passé du temps à écrire ce livre. Et je pense que c'était très difficile à faire, il l'a fait, et il mérite notre respect et même notre admiration. En revanche, ça manquait un peu d'âme. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que c'est moins le livre en lui-même que le prix. C'est-à-dire que pour moi, le concours précédent, et c'est peut-être aussi le cas pour celui-ci, ne me paraît pas... me paraît mal attribué, c'est-à-dire que je l'aurais trouvé dans une librairie, on m'aurait dit, en plus la Blanche, moi j'adore cette collection, on m'aurait dit tiens c'est le Tellier, moi je ne connaissais pas du tout, c'est super intéressant, il parle de vol Paris-New York, tu imagines à quel point ça aurait pu m'intéresser spontanément. Compte tenu du livre que tu as écrit. Exactement. Et là je l'aurais lu dans un autre état d'esprit, mais ce que j'attends d'un concours, je veux dire, il y a quand même, on attribue le prix le plus important et on sait quel impact ça a sur à la fois les ventes bien entendu, mais la réputation, la notoriété, sur éventuellement l'histoire de la littérature française, voire peut-être internationale, je ne sais rien, mais c'est surtout ça, c'est-à-dire que tu as raison de le dire, j'ai le plus grand respect et je n'ai pas du tout détesté l'anomalie, comme je n'ai pas détesté la plus secrète mémoire des hommes non plus, mais je ne comprends pas pourquoi il a eu Goncourt. Oui, alors si on revient aux origines du prix, de mémoire, le Goncourt, à l'origine, est fait pour découvrir une nouvelle façon d'écrire, quelque chose de nouveau qui surprend. Typiquement, le Goncourt de 19, Proust, c'est quelque chose de différent. Oui, effectivement. Alors j'ai retrouvé ça notamment, pour ma part, chez Quignard. Quignard qui pour moi méritait parfaitement le Goncourt, et en plus du respect de la ligne éditoriale, entre guillemets, il y a une qualité d'écriture, une intelligence, sans parler du travail d'innovation dans l'écriture. Ceci étant, le Tellier, on peut quand même rapprocher ses expériences olympiennes d'un travail d'innovation. Alors est-ce qu'on salue l'ensemble d'une œuvre ou est-ce qu'on salue un livre? Oui, normalement, on ne salue pas l'ensemble d'une œuvre, enfin en tout cas si on se réfère aux origines, on salue l'arrivée d'un nouvel écrivain, au contraire. Oui, c'est ce que on est d'accord. Donc, en revanche, au risque de te surprendre, j'ai trouvé la plus secrète mémoire des hommes magnifique. Je suis un fan quasi inconditionnel de ce livre. Je crois que je vais manier l'emphase. C'est peut-être la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité en ce premier quart de siècle. En effet, tu vas loin. N'est-ce pas? Je dépasse largement les limites de la littérature. Pour moi, ce livre est juste, en fait. Voilà, ce livre est juste. Il est, pour moi, un des exemples les plus parfaits de ce que doit être un livre, c'est-à-dire authentique, remarquablement construit, sans pour autant dévoiler son échafaudage. Une impression de maîtrise à la fois de la langue, de la construction, de l'histoire, des personnages, du substrat philosophique aussi. Il y a un petit peu de philosophie, non, pas beaucoup, un petit peu, que je rapproche, et là on dépasse le livre lui-même pour aller sur l'auteur, que l'on rapproche d'une mouvance africaine, littéraire en Afrique, qui
prône en fait la recherche plutôt qui promeut une façon de trouver une identité qui n'est ni l'identité du colonisé, ni l'identité du colon, qui est l'identité de l'Africain, dans une modernité qu'il invente sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à personne. Et qui, notamment donc son éditeur, Faluline Sarr, qui porte le même nom d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont parents ou pas. Aucune idée. Voilà, son éditeur a écrit un livre qui s'appelle Afrotopia, qui décrit une Afrique qui s'invente elle-même en fait. Et j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup ce message, même si en tant qu'éditeur, je valorise surtout, je suis plutôt en recherche d'esthétique que de message. Et je suis comblé avec ce livre. Pour moi, ce livre est très beau. Oui, je comprends, et que, encore une fois, je te rejoins, hein, on n'est pas tant désaccord que ça. Ce que tu évoques du projet du livre sur cette Afrique qui cherche à être elle-même tout en se dépassant, de cette francophonie aussi qui cherche à avoir sa propre identité sans devient la littérature française. Tout ça on le retrouve très très clairement et c'est magistralement écrit sur les 150 premières pages. Ce qui me gêne, c'est qu'il y en a 450. Et là-dessus, moi j'ai beaucoup aimé la suite aussi. Et pour moi c'est là que le roman se perd en fait. C'est que la concision, l'amour de la littérature et ce qu'il en dit, et la quête de l'écrivain qui se construit aussi à partir d'une figure qui n'existe pas et qui est introuvable. Hein, si on doit résumer l'intrigue du livre, il s'agit de la quête d'un jeune écrivain pour son idole, un autre écrivain plus âgé, qui a disparu après avoir commis un chef-d'œuvre, lequel chef-d'œuvre d'ailleurs a été lui-même décrié, on l'a accusé de plagiat, ce qui permet aussi d'aborder cette notion-là. Mais tout ça est très clair en 150-200 pages. Ensuite, sincèrement, pour moi, il n'y a que de la redite. Alors de la redite bien dite, je veux bien, et c'est vrai que c'est bien dit, c'est bien fait, mais arrive un moment où je finis par ne plus savoir qui parle, je finis par ne plus savoir ce que ça apporte au personnage, d'ailleurs ça rapporte finalement pas grand-chose. On est dans cette quête éperdue où finalement rien ne se résout vraiment à la fin. Enfin, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais pour moi il y a 200 facilement pages de trop. Et j'aurais vraiment salué en revanche le chef-d'œuvre s'il avait été plus concis. S'il avait été plus, en fait, comme tu parlais de structure, s'il avait été plus structuré. Ça me rappelle un autre Goncourt, je crois que c'est La pierre de patience. Peut-être. De Singuet Sabot, qui est un tout petit livre, c'est un huis clos, ouais. Deux personnages, un homme et une femme. L'homme est malade, tellement malade qu'il ne peut pas parler, il est couché, et la femme lui parle, c'est un monologue. Alors, je ne vais pas divulgacher la fin qui vaut le détour. Ouais. Mais c'est un tout petit livre en fait. C'est très rare d'ailleurs quand le Goncourt est petit. Donc je vois ce que tu veux dire. Moi, il m'aurait manqué quelque chose, tu vois. Si ce livre s'était arrêté à la page 150, il m'aurait vraiment manqué quelque chose. Il m'aurait manqué la fin du livre, clairement. Moi, je suis rentré dans cet univers. Pour moi, ce bouquin fait partie des rares bouquins, peut-être même le seul bouquin dont j'ai eu connaissance, qui soit sorti depuis ma naissance, et qui a une chance de devenir un grand classique. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je le mets quelque part entre l'œuvre de Stendhal et l'œuvre de Kessel, tu vois. D'accord. Quelque part par là. Ok. En termes de notoriété, en termes de durabilité. Voilà, je pense que... Et l'éditeur, Philippe Rey, alors je comprends que c'est une coédition, alors je ne connais pas ces éditeurs, je comprends que c'est une coédition entre Faluline Sarr et Philippe Rey. Chapeau aux éditeurs. Ouais. Parce qu'ils ont poussé un livre qui a quand même un contenu assez littéraire, enfin, ce qu'on peut appeler, ce que certains peuvent trouver un peu élitiste, que personnellement, même si je n'ai pas fait des études poussées en littérature, j'arrive à comprendre assez facilement. Je pense que tout le monde peut lire ce livre.
Mais il parle, enfin, le sujet est quand même un écrivain et son livre. Et quand le sujet d'un livre, c'est le livre et l'écriture, forcément, on a un soupçon d'élitisme, un soupçon d'entre-soi, etc. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, ce bouquin. Je le vois très universel, je le vois très grand public, je le vois très révélateur, très juste, très... pour moi, chaque phrase est pesée à l'aune de l'authenticité, en fait. Voilà, c'est ça que je vois. Surtout, le mot qui jaillit dans mon esprit, c'est authenticité. C'est vrai, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. C'est toujours ceux qui aiment qui ont raison. Hein, et sincèrement, je sais pas. je pense. Mais c'est bien ce qui me gêne d'autant plus, c'est qu'au-delà des pages, encore une fois, des pages en trop, je pense qu'on n'aurait pas perdu de l'intérêt du livre en faisant plusieurs tomes, par exemple. Au contraire, on aurait probablement augmenté sa qualité. Tu parlais de Goncourt, il y a l'emploi du temps, qui était un Goncourt très récent, qui était aussi très très bref, et que j'ai adoré. Également pour la qualité de la langue, également pour le sujet traité, également pour, et puis bien sûr pour sa brièveté. Même si j'en fais pas un critère en soi. Mais là si. Est-ce que tu as aimé des livres longs? J'ai aimé des livres longs, bien sûr. Oui. Le Quatuor d'Alexandrie. D'accord. Les Poneys sauvages. Ouais. Donc pas de souci. Non, ouais, c'est vraiment Moby Dick. Moby Dick est un pur chef-d'œuvre. Mais alors justement, dans ces livres longs, qu'est-ce qui fait la différence avec celui-ci? Tu vois, tu parlais de Stendhal, par exemple. Ce qui est le côté, au-delà du... Enfin, je vais dire, la plume de Stendhal est d'autant plus belle qu'elle va servir à une aventure. Avec des rebondissements, des tableaux. Des tableaux, oui. Et avec un décryptage des tableaux, une mise en abîme des tableaux que je trouve vraiment merveilleuse. Ça fait longtemps que j'ai pas lu mon Stendhal, mais je garde quand même un sacré souvenir. Alors moi, je vois vraiment ce bouquin comme ça. Ah oui. Pour moi, c'est une succession de tableaux, de lieux d'ailleurs. Ah oui. Alors pour moi, c'est une succession de cafés pris autour d'une table à n'en plus finir, de discussions jusqu'au bout de la nuit entre des personnages dont on finit par plus savoir qui est qui. Il y a un petit entrelacement de personnages. Pas si compliqué que ça. À côté du Seigneur des Anneaux, c'est plus simple. Oui, mais alors là, tu parles d'un livre que j'ai pas aimé non plus. Oui, non, là, j'ai pas aimé non plus. Mais, on va se faire jeter par les trois quarts des auditeurs en disant qu'on n'a pas aimé le Seigneur des Anneaux, mais écoute. On est bien, voilà, on dit la vérité. On dit la vérité, c'est vrai. Voilà. Mais oui, je suis d'accord. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur des Anneaux n'a pas de mérite. Il a un mérite énorme, c'est d'avoir mobilisé des foules autour d'une œuvre d'art. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne goûte pas ces livres où il y a trop de personnages. J'ai du mal avec les livres remplis de personnages. Là, il y en a quelques-uns, mais on identifie parfaitement les personnages principaux. Il y a une petite logique de poupée russe entre le héros, une témoin, enfin un témoin femme, un deuxième témoin femme. Il y a une logique de poupée russe de témoins qui demande un peu de gymnastique, mais honnêtement, il y a 3 niveaux de poupée russe. J'en parle plus que ça, moi. Hein. Entre les éditeurs, l'auteur d'abord, inconnu, les éditeurs, la femme qui traite justement du sujet, la première à faire l'analyse. L'écrivaine. Alors, il y a plusieurs écrivaines. Tu as la jeune écrivaine africaine, tu as la vieille écrivaine. Oui, mais il y a les personnages secondaires. Tu as la vieille écrivaine, comme tu dis, pour moi, c'est le personnage principal. Ouais. Tu as le héros du livre, qui est lui-même un jeune écrivain qui arrive à Paris, très bien. Ce héros du livre a une interaction directe avec l'écrivaine installée, qui vit à Amsterdam, laquelle a eu une interaction directe avec une critique littéraire. Laquelle critique littéraire a eu une interaction directe avec les éditeurs. Oui. Lesquels éditeurs ont eu une interaction directe avec le deuxième héros du livre, finalement, qui est un auteur,
auteur phare d'il y a quelques décennies. Et voilà, c'est terminé. Ah bah, c'est terminé quand tu l'expliques, et j'aurais aimé que ce soit aussi clair dans le livre. Parce que quand tu... Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans le livre. Oui, je suis d'accord, tu l'as lu et tu as cette capacité de synthèse, mais moi ça m'a totalement perdu, c'est-à-dire que c'est pas aussi clair que ça dans le livre. Tu as le narrateur, le personnage principal, raconte sa rencontre avec l'écrivain à Amsterdam, qui lui raconte sa rencontre avec la critique, qui lui raconte tout ça dans un même dialogue. C'est là que pour moi il y a un travail qui n'a pas été fait de la part des éditeurs. Et autant je salue le courage effectivement des éditeurs, tu as raison, attention, encore une fois, il y a 150 pages dont je ne retirerai pas un mot. Oui, je comprends. Mais je ne suis pas éditeur. J'ai été émerveillé par... Il n'y a pas une phrase à côté, il n'y a pas une phrase de travers, il n'y a pas une phrase trop longue, il n'y en a pas une trop courte. Dans les 150 premières pages, c'est une merveille absolue. Vraiment. Mais dès qu'on sort du choc, de la description du premier choc de lecture, de l'œuvre qui accompagne le livre tout au long de la lecture, dès qu'on rentre dans la deuxième partie, c'est-à-dire la quête, là pour moi on se perd totalement. Et je trouve dommage que sous prétexte, entre guillemets, c'est là que je te rejoins pas, sous prétexte de travail littéraire, en fait, il y a un travail un peu prétentieux qui consiste à dire je vais créer un nouveau type de dialogue, qui va être du dialogue dans le dialogue, dans le dialogue. Et moi, là, pour moi, l'éditeur aurait... Bon, c'est un travail de jeunesse aussi, hein, l'auteur est quand même assez jeune, mais pour moi, là, il y a un truc qui n'a pas été fait. Ou du moins, il y a une audace qui a été choisie qui ne fonctionne pas. Je comprends ton point de vue. Pour moi, l'audace fonctionne. D'accord, effectivement, après, oui. Voilà. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Je comprends, on peut avoir une perception de complexité. Et forcément, face à une complexité, on se dit, est-ce qu'elle était nécessaire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi bien avec un montage plus simple ? Et moi, je pense que cette complexité est bien dosée et qu'au contraire, elle permet de s'exercer, plutôt de montrer le résultat d'un exercice. C'est un jeu, un jeu de déperdition d'informations à chaque interaction, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que c'est une façon de mener une enquête que je trouve incroyablement originale. Pour moi, il y a une vraie nouveauté, il y a un mécanisme d'enquête à travers ces interactions imbriquées en paupérus qui m'amuse, qui me fait même rire de plaisir quand je lis ça. Tu vois. Voilà, c'est un peu le même genre de truc que je ressens quand je lis du Proust de temps en temps. Je ris tout seul. Heureusement qu'il n'y a pas de témoin, parce qu'il est fou ce garçon. Mais j'ai le même réflexe. Voilà. Mohamed Bougarsar génère ça chez moi. Ou plutôt son livre génère ça, parce que il fait bien, là aussi, il passe ce message régulièrement et il nous rappelle que ce qui compte, c'est le livre, pas l'écrivain. Et qu'est-ce qu'il a raison de dire ça ? Alors, il égratigne un peu les aînés, bon voilà. Mais tout ça est juste, en fait. C'est ça qui est fort dans ce livre, c'est juste. C'est la ligne de crête, il est sur la ligne de crête du propos juste. Je trouve ça exceptionnel. Voilà. Écoute, tu me donnes quand même envie de relire les 150 premières pages parce que j'ai quand même un très très bon souvenir de ces pages-là. Peut-être que dans quelques temps, avec une seconde relecture, je comprendrai mieux. Je pense que, un peu échaudé peut-être par le précédent Goncourt, voire les précédents, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un bon Goncourt entre les mains, et encore une fois, j'attache beaucoup d'importance à ce prix, qui est remis par des écrivains. Donc je valorise leur choix. Peut-être qu'avec une seconde lecture, un peu de temps passé, j'irai plus loin et je comprendrai ce que tu as compris qui, moi, m'échappe. Oh, est-ce que je l'ai compris ou est-ce que tout simplement ça a touché chez moi une corde sensible, tu vois ? Je pense que c'est peut-être plus simple que ça. Je crois de mémoire que le prix a été accordé quand même à l'unanimité au premier tour. Oui. Ce qui est pas courant. Non, c'est pas courant. C'est pas courant. Et là, en cela, moi, je rends hommage aux éditeurs, aux jurés. Chapeau, quoi. Là, vous avez poussé un ouvrage. Je pense qu'il faut marquer le coup. Cette unanimité marque le coup. C'est quelque chose de différent qui s'est produit là. Pour moi, ce livre, il n'est pas comme les autres. Hein. Je suis d'accord. Il a une puissance, la puissance de la grande œuvre. C'est-à-dire que
je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Une des caractéristiques de mon œuvre, c'est que tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que tout le monde peut retrouver des moments de sa vie dans ce livre. Il a un côté universel, il a un côté très actuel. En même temps, cette actualité, il en décode des ressorts intemporels, ce qui fait que ce livre peut être lu dans 50 ans avec bonheur. Non, c'est beau, quoi. Beau. Ouais. Tu vois, en t'écoutant, je me dis, il y a peut-être aussi un élément qui a corrompu, ou pas corrompu, mais teinté ma perception. Je ne sais pas si tu l'as lu en tant qu'éditeur ou en tant que pur lecteur. J'imagine que tu l'as d'abord lu en tant que lecteur. Je suis des deux. Non, je l'ai lu en tant que... j'ai lu le livre en tant qu'objet de plaisir. Voilà, pour moi, un livre, c'est d'abord un objet de plaisir. Alors, c'est vrai. Mais à chaque fois que je lis un livre, je me pose la question en tant qu'auteur, est-ce que j'aurais aimé écrire ça? Est-ce que j'aurais aimé le faire comme ça? Ou est-ce qu'en tant qu'auteur, ça me gêne? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas Mohamed Boumersar. Tu ne l'es pas non plus. Non. Il n'est pas Bertrand Ploquin. Il n'est pas Christian Reich non plus. Enfin, là, je pense que chaque auteur écrit son et ses livres. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je me posais la question pour moi-même. J'ai du mal à me poser cette question. Moi, oui. D'ailleurs, je ne sais même pas si je me la pose. Je ne pense pas me la poser. Moi, elle fait partie de mes motivations quand j'écris. C'est à quelle, peut-être pas à quelle école, mais derrière quelle locomotive, entre guillemets, je me raccroche pour me motiver vers quel type de littérature j'ai envie d'aller, en fait. Alors, tu vois, dans ce fauteuil même, là, il y a eu un monsieur qui s'appelle Bernard Franco, une sommité en France de la littérature comparée, et même en Europe, puisqu'il est président de la Société européenne de littérature comparée, ancien élève de l'École normale supérieure, un professeur à la Sorbonne. Et ce monsieur, en fait, que je remercie encore de garder un œil sur notre petite maison d'édition, avec un œil bienveillant, ce monsieur te rejoint en disant il n'y a pas d'œuvre originale. Tout livre a une filiation. Tout livre est engendré par d'autres livres, de même que les philosophes sont juchés sur les épaules de leurs aînés, les grandes œuvres littéraires sont juchées sur les épaules de leurs aînés. C'est un peu l'idée. Donc je comprends. Alors moi j'aime bien quand c'est implicite, ça, tu vois. Moi j'aime bien quand... alors je reconnais tout à fait que la création littéraire est un acte de sublimation de ce que l'on a reçu. Je suis convaincu de ça, et que donc on n'est rien sans tous les événements auxquels on a été exposé, tous les gens à qui on a été exposé, et qu'on ne peut pas produire un texte si on n'a pas entendu ou lu des textes avant. Ça, c'est tout à fait clair pour moi. Mais ce que j'aime bien dans l'acte de création littéraire, c'est l'implicite de ce point de vue, c'est-à-dire j'essaie d'oublier ça. Ouais, je pense qu'on oublie nécessairement. Voilà. À moins vraiment de vouloir faire un travail d'imitation ou de pastiche. Mais bon. Ce qui dans le livre d'ailleurs est très sympa, c'est on dédouane le pseudo-plagieur. C'est-à-dire qu'il ne plagie pas, il assemble. C'est très très clair. Là, et l'acte d'assembler brillamment doit être reconnu à sa juste valeur. Je suis totalement d'accord. Il y a énormément, encore une fois, contrairement à l'anomalie, même si je ne veux pas remettre le couvert sur ce sujet, mais j'ai quand même pris plus de plaisir à lire La plus secrète mémoire des hommes que l'anomalie, et j'y ai appris beaucoup plus. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de philosophie dans ce livre qui m'intéresse que dans certains précédents. Et c'est aussi de là que vient ma déception. C'est qu'après un élan formidable, j'ai eu une espèce de fin de parcours douloureux. Et ça contribue à mon sentiment. Mais ça reste un très bon livre, hein, attention. On est d'accord au moins sur ce point, c'est sur la mesure du très bon qu'on aura peut-être quelques différents. Mais heureusement qu'on a des goûts différents, c'est comme ça qu'on se nourrit mutuellement, y compris dans notre relation écrivain-éditeur. C'est comme ça qu'on fait des grands livres. Oui.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore AF17 pour New York, on vous en a mis quelques-uns pour encadrer la plus secrète mémoire des hommes. Les derniers qui restent. Voilà. AF17 pour New York, mais on en réimprimera. T'en fais pas. Ok, avec plaisir. Donc AF17 pour New York, un recueil de nouvelles sélectionné par 2 prix nationaux, que sont le prix du premier recueil de nouvelles de la SGBL, excusez du peu, et le prix littéral de la nouvelle de Decize. Nous allons nous rendre d'ailleurs ensemble à Decize au mois de mai pour passer un bon week-end littéraire avec des gens que nous ne connaissons pas encore, mais à travers les échanges que nous avons pu avoir avec eux, nous avons très envie de les rencontrer. Ce sont les organisateurs de ce festival de Decize en mai prochain, donc mai 2022. Pour tous les amateurs de belle littérature, rendez-vous à Decize au mois de mai. Merci. À très bientôt, Bertrand. Mais oui, avec grand plaisir.